Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera donc le nouveau volet de notre exploration 2.0 des sabbats avec celui qui approche à grands pas puisque nous sommes au mois d'octobre. J'ai nommé le sabbat de Samhain. Alors je sais que celui-là vous devez l'attendre avec moult impatience, c'est un gros morceau. Donc on va se retrousser les manches en espérant que cette vidéo ne dure pas 8 ans. Alors je sais qu'il y a des adeptes des 40 minutes parmi vous, mais je sais aussi qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Donc on va essayer de faire simple et d'aller au plus court. Alors, il se trouve que Samhain, on a de la chance, c'est la fête celtique qui est la mieux connue, dans le sens où c'est celle qui est la plus souvent attestée dans les textes qui sont parvenus jusqu'à nous. Alors, ça ne veut pas dire qu'on la connaît très très bien, évidemment, ça veut simplement dire qu'on la connaît mieux que les autres, ce qui est toujours bon à prendre au vu des connaissances plus que parcellaires qu'on a par rapport aux 3 autres fêtes celtiques qui sont parvenues globalement jusqu'à nous. Alors, Samhain, elle nous est connue essentiellement grâce à 2 sources principales. Les textes légendaires irlandais qui ont été compilés généralement post-christianisation, qui sont donc à prendre avec un petit peu de prudence, mais qui sont tout de même conséquents et qui ont le mérite d'être là. Et le plus important texte gaulois qui soit retrouvé à ce jour, c'est-à-dire le calendrier de Coligny, qui ne nous en fournit pas non plus une masse d'informations énorme, mais qui nous permet de comprendre que c'était une fête pan-celtique, c'est-à-dire fêtée non seulement dans les îles britanniques, mais également sur le continent, puisque le calendrier de Coligny, eh bien, c'est gaulois. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire un petit disclaimer, ou plutôt j'aimerais en faire 2. Le premier, puisqu'on va utiliser des textes majoritairement irlandais, il y a plein de mots gaéliques qui se prononcent pas du tout comme ils s'écrivent. Je sais que vous allez être ravis. Alors, étant donné que ça risque d'être une petite confusion si jamais vous avez envie de lire les textes à votre tour, d'ailleurs j'en profite pour vous signaler que tous les textes dont je parle dans cette vidéo seront référencés dans la barre d'informations si vous voulez la petite bibliographie dont je me suis servie pour faire cette vidéo. Et donc pour que vous puissiez reconnaître ces mots quand vous les lirez, si jamais vous les lisez, on va faire un petit jeu de prononciation. Vous êtes prêts ? Alors on va déjà commencer, vous êtes spoilés, par le nom de la fête, qui est donc Samhain. Bon, celui-là il était facile, c'est cadeau, c'est un point pour rien. On va également parler d'un héros irlandais très connu. Et bien son nom se prononce Cuchulainn. Bon, ça va, c'est pas non plus terrible. Par contre, ce héros, il a vécu sous le règne d'un roi qui s'appelle Conor. Ouais, je sais. Je suis tombée de ma chaise aussi quand je l'ai appris. Ouais, Conor. Bon. On va parler bataille aussi. On va parler de la bataille de Moytura. Vous l'aviez celui-là ? Ouais, je pense que vous l'aviez celui-là. Et enfin, celui-ci, je pense que vous l'avez aussi. C'est le terme sous lequel on va décrire les tertres, qui sont généralement considérés dans la mythologie celte comme étant les portails entre le monde des vivants et le monde des êtres surnaturels, pas seulement les morts, mais aussi les dieux, les esprits, etc. Ce sont les Sidhe. Ouais. Bon. Alors, j'aurais pu en caler plein d'autres mots. On va se contenter de cela. Déjà, dites-moi en commentaire combien vous en aviez de juste par rapport à tout ça. Et rassurez-vous, si vous étiez aux fraises tout du long, le gaélique c'est fait globalement pour nous nuire. Hein. Je pense que c'est pas la peine de chercher plus loin. Deuxième disclaimer, on sait que la fête de Samhain aujourd'hui coïncide avec la fête d'Halloween, mais en réalité ces 2 fêtes elles sont très très différentes, contrairement à ce qu'on essaye régulièrement de nous faire croire dans les livres sur le néopaganisme, n'est-ce pas ? Donc Samhain c'est une fête sur laquelle il y a beaucoup à dire déjà, et pour éviter une vidéo qui ferait 3 heures, je ne vous parlerai donc pas de la célébration moderne et de la célébration contemporaine. C'est 2 choses différentes, hein. On se rappelle, l'époque moderne c'est après le Moyen-Âge jusqu'à la Révolution française, et l'époque contemporaine c'est de la Révolution française jusqu'à nous. Voilà, petit rappel basique. Donc je ne vous parlerai ni de la version moderne ni de la version contemporaine d'Halloween. J'en ai amplement discuté dans le numéro d'octobre d'Une année en magie. Si jamais vous avez envie de le lire, il est disponible sur Etsy, je vous le mets dans la barre d'informations. Et si vous vous demandez ce que c'est qu'Une année en magie, eh bien c'est un programme que je propose sur Patreon et qui vous donne accès tous les mois à un livret d'une bonne centaine de pages et à 4 vidéos supplémentaires pour encore plus de mois, parce que je sais que vous ne vous en lassez jamais. Bref, peut-être que si, je ne sais pas, partez si c'est le cas.
Merci d'être venu. Mais en tout cas, voilà, c'est un programme que je vous propose dont le but est d'explorer plein de choses en lien avec la magie, le néopaganisme, l'histoire, l'archéologie et toutes les marottes qui font mon existence, n'est-ce pas? Parce que je suis une bête à recherche et que j'aime bien vous partager tout ça. Donc si jamais ça vous intéresse, là encore, je vous mettrai les liens dans la description. Fin du disclaimer, lançons-nous, allons-y, on se retrousse les manches. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? 5 minutes pour se préparer à rentrer dans le vif du sujet, mais on y va. Et on va commencer par la reine, la déesse, l'inspiration, la seule, l'unique, l'étymologie. Alors, l'étymologie, déjà, c'est une difficulté, parce qu'elle est incertaine. Voilà, déjà on va commencer, on va en scier, les amis, on va en scier. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a surtout 2 interprétations qui se disputent, même si, en fait, il n'y en a qu'une seule qui tient la route, vraiment, mais on n'est pas sûr qu'elle soit juste. Je vais vous expliquer. La première qu'on retrouve dans beaucoup trop de livres, c'est fin de l'été. On part du principe que Sam, signifiant en gaélique irlandais été, c'est-à-dire saison claire, je rappelle que pour les Celtes, on divisait l'année non pas en 4 mais seulement en 2 saisons, une saison chaude et claire, qu'on traduit généralement par été, qui s'appelle Sam, et une version froide et sombre qu'on traduit généralement par hiver et qui s'appelait Gam. Et le mot fuin qui voudrait dire fin, et qu'on prononcerait par glissement dialectique win. Some win, so win, la fin de l'été. L'ennui, c'est que le fonctionnement de la langue gaélique, eh bien, ça marche pas dans ce sens-là, puisque en gaélique, le complément du nom, donc qui est en génitif dans les déclinaisons, est censé se placer après le nom. On devrait donc avoir Winsam, et non pas Samwin. Si on garde cette règle fondamentale en tête, donc si on prononce Sowin, ça voudrait pas dire fin de l'été, mais été de la fin. Et du coup, ça marche plus. Du coup, aujourd'hui, cette interprétation, globalement, elle est complètement abandonnée par les historiens et par les linguistes, au profit d'une autre idée, un terme proto-germanique qui aurait évolué vers le gothique bien attesté, qui est samana, sachant que le terme proto-germanique, du coup, il est reconstruit, mais il n'est pas attesté dans les textes. En revanche, le terme gothique samana, lui, il est bel et bien attesté. On le retrouve en particulier dans le vieil allemand, saman, et même dans l'allemand moderne, samen, qu'on retrouve notamment dans le mot zusammen, qui veulent dire ensemble. Et ce mot-là, samana, aurait signifié réunion ou assemblée. D'ailleurs, on a quelques traces qui vont dans ce sens, puisqu'on a notamment un glossaire qui est très utile aujourd'hui, qui s'appelle le glossaire de Cormac, qui nous donne un terme qui a l'air d'en être issu, samoud, qui signifierait réunion et congrégation. Du coup, à la lumière de ça, et à la lumière de ce qu'on sait de la fête, l'appeler réunion et l'appeler assemblée, ce serait très pertinent, comme on va le voir ensuite. Alors, c'est vrai que fin de l'été, ça aurait été pertinent aussi, mais puisque le terme ne fonctionne pas au niveau logistique de la langue, généralement on retient plutôt cette idée-là, que Sowin voudrait dire assemblée. Et on va voir que selon ce qu'on sait de la fête, c'est assez logique en final. Alors en revanche, heureusement pour nous, si l'étymologie est un peu fumeuse, la datation, elle pose globalement pas trop de problèmes. On la situe aux environs du 1er novembre. Alors, ça aurait donc été la dernière réunion qu'on aurait faite à la fin de l'été, marquant l'entrée dans la saison sombre. Il faut savoir que les Celtes suivaient généralement, je dis généralement parce qu'ils n'avaient pas tous le même calendrier, suivaient donc généralement un calendrier lunisolaire dont les dates devaient donc varier un petit peu d'une année à l'autre. C'était donc pas une date comme aujourd'hui on peut avoir avec la fête du 1er novembre, ça tombe toujours le 1er novembre. Là c'était sans doute en lien avec la pleine lune et ça tombait pas forcément toujours aux mêmes dates. On estime à peu près un glissement entre 4 et 7 jours selon les années. Alors, si on connaît à peu près cette date avec certitude, c'est grâce à des mentions temporelles qu'on retrouve dans plusieurs textes, notamment dans le récit de la seconde bataille de Moytura et dans la razzia des vaches de coulis, qui mentionnent des chutes de neige et des événements concomitants qui permettent de dater cette fête, notamment l'interruption des activités militaires, l'abattage des animaux, qui eux sont bien datés dans les autres textes, aux alentours du 1er novembre. Et on a aussi des repères temporels par rapport à d'autres fêtes, notamment à partir de la fête de Beltane, qui date la fête de Samhain à partir de ces autres fêtes-là. On nous dit notamment à partir de Beltane que c'est la fête qui est à l'opposé de l'année.
Du coup, ça laisse pas beaucoup de doutes puisqu'on sait de sources sûres que Beltane se tenait aux alentours du 1er mai. Du coup, si on prend l'autre bout de l'année, on tombe le 1er novembre. D'ailleurs, il faut savoir, puisqu'on parle de Beltane pendant qu'on y est, un autre nom de la fête de Beltane, on en reparlera au moment de Beltane, mais je vous le signale quand même, c'est Quet Samhain, qui voudrait dire premier jour de Samhain, ce qui laisserait à penser que ces deux fêtes auraient eu pour utilité de scinder l'année en deux parties. L'une dépendant de l'autre, on peut donc dater Samhain à l'opposé de Beltane, au 1er novembre, sans se mouiller trop les pieds. On se mouille la nuque, parce qu'avant de rentrer dans l'eau, on se mouille la nuque pour ne pas souffrir d'hypothermie. Ça n'a aucun rapport avec la choucroute, bref. En tout cas, il est fort probable également que la fête de Samhain ait pu marquer aussi le nouvel an celte. On sait que les Celtes comptaient le temps en nuit et non pas en jour, et que leur journée commençait à la tombée de la nuit. Il serait donc logique que l'année commence à l'entrée dans la saison sombre, puisqu'on suivrait le même raisonnement. En plus, on a pas mal de mythes qui se déroulent sur une année et qui commencent leur action au moment de Samhain, notamment le récit de la maladie de Coroline, qui est alité et pris de folie d'un Samhain jusqu'au Samhain suivant. Du coup, ça tendrait bien à prouver que Samhain servait à marquer le début de l'année et que ce serait donc l'équivalent du Nouvel An. On sait aussi que c'était une fête excessivement importante à tel point qu'elle était obligatoire, sous peine de mort. Ouais, rien que ça. Donc ça pourrait être tout à fait pertinent avec l'idée de fêter la nouvelle année puisque c'est une fête excessivement importante. On a notamment le mythe de Connor. Oui, rappelez-vous, ça s'écrit Conchobar. Vous allez vous en remettre, je m'en suis remise, vous aussi. Donc le mythe de Connor nous raconte en effet qu'il se tenait une grande assemblée tous les ans chez les Ulates. Les Ulates, c'est le peuple de l'Ulster. L'Ulster qui est une province, une région de l'Irlande. Donc cette grande assemblée se tenait 3 jours avant Samhain, le jour de Samhain et 3 jours après. Ce qui nous fait donc une fête qui s'est étalée sur 7 jours, rien que ça. Alors on a d'autres indications temporelles, notamment en Gaule, puisque le calendrier de Coligny, lui, ne mentionne que 3 jours, sous le terme Trinox Samoni, les 3 nuits de Samhain. Enfin de Samonios, si on veut parler gaulois. Là encore, vous remarquez qu'on ne parle pas des 3 jours de Samhain, mais bien des 3 nuits. On reste toujours dans notre idée de débuter quelque chose, de débuter un conte temporel au moment de l'obscurité. Bref, pour en revenir à l'assemblée qui est décrite dans le mythe de Connor, donc on nous parle de 7 jours de jeux, de banquets, de réjouissances, et que chaque homme qui ne daignait pas y venir, perdait la raison et mourait le lendemain matin. Ouais, c'est sympa, t'as plutôt intérêt à aller faire la fête. Alors cela dit, la fête était globalement plutôt attractive, on n'avait pas vraiment d'intérêt à ne pas y aller. Donc c'est pas vraiment une menace qui est décrétée par cet état de fait, ce n'est pas une contrainte à laquelle on devait se plier, c'est plutôt un acte tellement sacré que si on ne le respectait pas, on était tout simplement plus digne de vivre. C'était pas du tout une fête lugubre, bien au contraire. La festivité de Samhain telle qu'elle nous est décrite dans la plupart des textes, ça ressemble beaucoup plus au Nouvel An qu'à la Toussaint actuelle. La mort de l'absent, donc, ce n'était pas une punition ou une marque de contrainte quelconque, c'était plutôt la preuve que c'était un festin rituel qui était indispensable pour que le monde continue de marcher droit, tout simplement. Si on n'y allait pas, on était en dehors des règles humaines et on n'avait donc plus de raison de vivre. Donc on perdait la raison et on mourait. Vaut mieux aller manger et jouer, non? Vous croyez pas? Alors contrairement à une idée reçue très répandue qui nous vient en fait de l'héritage moderne de Samhain et de la contamination par les festivités catholiques de la Toussaint, ce n'était pas du tout à l'époque celte une fête agraire mais bel et bien une fête sacrée qui était plutôt centrée autour des notions de royauté, de souveraineté et de spiritualité. On nous décrit notamment l'ouverture du Chi à cette époque-là, donc les fameux tertres dont je vous parlais tout à l'heure, qui font le lien, en fait, qui sont les points intermédiaires entre le monde des vivants, le monde tangible, et le monde immatériel, donc des dieux, des morts, des esprits, etc. Pas seulement le monde des morts, mais le monde de toutes ces entités-là. Où on pouvait donc pratiquer des offrandes en leur honneur, en l'honneur des dieux en particulier, et notamment des sacrifices. On a pas mal de détails sur le festin lui-même, on sait qu'on y buvait de l'hydromel et de la bière, parfois du vin, sachant que le vin en général était importé de Gaule, que c'était une denrée rare et chère sur les tables irlandaises, donc on a vraiment l'idée d'une fête importante, puisque
ouvrir du vin, boire du vin à cette occasion, c'était pas rien, et d'une fête aristocratique, parce que c'est pas n'importe qui pouvait s'en payer et en mettre sur sa table, on est bien d'accord. On sait aussi qu'on y mangeait beaucoup, en particulier de la viande de porc, sachant que le porc était la victime sacrificielle emblématique dans la société celte, et que certains textes, notamment la Vita Columbae, nous mentionnent qu'on engraissait pendant tout l'automne un grand nombre de porcs qui étaient destinés à être abattus au début de l'hiver, donc à Samhain. Donc probablement en prévision de ce fameux banquet. On sait aussi que le porc, c'était l'animal qui était dédié en sacrifice à Loup, donc au dieu Loup. Oui, je ne l'ai pas noté dans les prononciations, ça s'écrit L-U-G-H, mais ça se prononce Loup. Mais ça, j'avais fait une vidéo sur les mots qu'on prononce toujours mal, si jamais je vous la mets par là. Bref, où j'en étais, qu'est-ce que je disais, qu'est-ce que je racontais? Oui, donc, c'était un animal qui était dédié au dieu loup, je vais y arriver, il faudrait un jour que j'investisse dans un prompteur, n'est-ce pas? Et on peut donc supposer que Loup était le dieu patron de Samhain, ou en tout cas de l'assemblée et du festin qui était le cœur de la fête. Du coup, c'est quelque chose qui est quand même cohérent avec les traditions, qui sont particulièrement axées autour de la classe guerrière et de la classe sacerdotale. On sait que les guerriers se rassemblaient, en profitaient pour exhiber leurs trophées, raconter leurs hauts faits et leurs exploits de l'année, se mesurer les uns aux autres pour savoir qui était le meilleur. Ça notamment, ça se retrouve dans un épisode du mythe de Coroline avec le fameux morceau du héros. On a donc bien l'idée que Samhain aurait eu pour fonction de résumer et de clore la saison militaire. On retrouve là encore notre idée d'entrer dans la saison sombre, où on connaît une trêve militaire. Ça, c'est un truc qui se retrouve depuis l'Antiquité romaine, même grecque. On ne connaît pas en revanche les rites religieux qui étaient pratiqués, en tout cas on ne les connaît pas avec certitude, puisque la description des rituels, c'est une lacune qui est très courante dans les textes celtiques, n'est-ce pas? Mais par contre, on peut en déduire globalement une articulation générale. On sait qu'on avait très probablement un sacrifice qui était effectué par les druides, qui étaient appelés les Fili chez les peuples irlandais, mais en général. Et donc sacrifice qui était sans doute voué à attirer le bien de la société dans son ensemble. On sait qu'on avait également des réunions des assemblées légales, probablement pour rendre la justice, pour régler les litiges, pour vérifier les annales et les généalogies, puisqu'on a plusieurs textes qui mentionnent la présence d'historiens, probablement des druides, qui étaient chargés d'installer tout le monde bien à sa place et de rappeler les filiations de chacun pour éviter de froisser les gens et de déclencher des querelles et des conflits. On sait aussi qu'il y avait un festin auquel tout le monde participait. Bon, les hommes étaient probablement séparés des femmes, comme ça se faisait énormément dans les sociétés celtes, et les gens étaient probablement également répartis selon leur classe sociale, chacun ne mangeant pas à la même table et ne mangeant pas les mêmes mets, ça va sans dire. Cela dit, on peut quand même essayer de rattacher quelques rites qui sont décrits dans des textes, mais sans être datés, à Samhain, parce qu'il y a certaines choses qui semblent pertinentes, en particulier de rituels qui ne sont pas datés et qui font partie des textes traditionnels irlandais et romains, mais qui pourraient trouver leur place là-dedans. Le premier, c'est le sacrifice, ou le festin, ça dépend des traductions, du taureau qui est évoqué dans la légende de la maladie de Coroline, où on tuait un taureau blanc qui était consommé jusqu'à plus soif, ou jusqu'à plus faim plus exactement, par un homme qui s'endormait complètement repu de nourriture et faisait des rêves qui étaient par la suite, à son réveil, donc interprétés comme des présages. Dans le récit dont je vous parle, donc la maladie de Coroline, ça présage de l'élection du nouveau roi. On a vraiment cette idée de royauté avec le taureau, on y reviendra plus tard, et c'est quelque chose qui peut prendre place à Samhain, puisque c'est quand même un rite d'importance, l'élection d'un nouveau roi. Donc ça suppose une grande assemblée, ça suppose un moment assez particulier, et élire un nouveau roi au commencement d'une nouvelle année, c'est quelque chose qui peut sembler tout à fait cohérent. Deuxième rite qu'on rattache quelquefois aux célébrations de Samhain, même si là on va y aller avec beaucoup plus de prudence, c'est la récolte du gui qui est notamment décrite par Pline l'Ancien dans son Histoire naturelle. Alors Pline l'Ancien, dans son Histoire naturelle, n'a pas beaucoup de respect pour la société celte, qu'il présente comme globalement arriérée. Là il parle des Gaulois en l'occurrence, on reste dans la société celte. Et donc il ne date pas exactement la cueillette du gui, il la date par rapport au mois, il nous explique que c'est le 6e jour de la lune, mais on n'est pas du tout daté au niveau de l'écoulement de l'année. Cela dit, on sait qu'il nous parle là encore d'un sacrifice de taureau
de 2 taureaux blancs. Et c'est un événement, on l'a vu tout à l'heure avec l'histoire de la maladie de Courouline, qui est généralement associé à l'élection du nouveau roi, ou à la nomination du nouveau roi, puisque le taureau, c'est l'animal de la royauté dans la société celte. Du coup, c'est un événement que là encore, on peut, pourquoi pas, rattacher à Samhain. Et d'autre part, on sait que le gui était récolté quand il fructifiait, et que la fructification du gui, elle se fait généralement, si on prend en compte les dérives climatiques, elle devait se faire à l'époque celte entre octobre et décembre, ce qui rendrait donc la datation de Samhain approximativement naturelle. En tout cas, quoi qu'il en soit, on sait que Samhain c'était un moment intermédiaire, un tournant dans l'année qui n'appartient finalement ni à une partie ni à l'autre. D'où la vision finalement du voile entre les mondes qui est au plus fin cette nuit-là, puisque Samhain est un moment qui est hors du temps, qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre. C'est donc l'intermédiaire entre le divin et l'humain, où les deux peuvent coexister pour un temps sur le même plan. On a l'ouverture du chi, donc les entités, les dieux, les esprits qui peuvent venir sur la terre des vivants, mais on a également l'autre sens qui est possible aussi, avec certains héros qui en profitent pour passer dans l'autre monde pour accomplir une quête, comme notre indécrottable Courouline, qui va y chercher l'initiation guerrière avant son mariage avec Emer. Mais dans cette idée, on a aussi des sources, notamment Geoffrey Keating dans son History of Ireland, j'essaie de vous mettre un accent, parce que jusque-là, je vous fais un accent gaélique absolument dégueulasse, on va essayer de soigner l'accent anglais, qui nous raconte donc qu'à la veille de Samhain, tous les feux d'Irlande devaient être éteints, sous peine d'amende, puisque le seul feu qui devait encore brûler, c'était le feu sacrificiel qui était allumé en l'honneur de tous les dieux, et dans lequel on jetait les sacrifices et les offrandes qui leur étaient dédiés. Donc on a vraiment l'idée d'une fête qui est très particulière, qui est hors du temps, avec un peuple qui rend hommage aux dieux avant d'aller festoyer, jouer et se réjouir, des guerriers qui occupent le devant de la scène en mettant leurs exploits en valeur, et des druides qui allument le feu et qui pratiquent des sacrifices avant de présider aux assemblées royales. On est donc face à une fête tripartite qui implique toutes les couches de la société et qui n'a donc rien de la fête agraire qu'elle est devenue beaucoup plus tard. Il faut savoir que cette fête, c'est une de celles qui a connu la postérité la plus longue. On en a des traces dans certaines zones d'Irlande jusqu'au XIIe siècle, donc très très longtemps après la christianisation. C'est assez conséquent et c'est suffisamment important pour être relevé. C'est sans doute la raison pour laquelle cette fête nous est la mieux connue aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a donné naissance donc à un très imposant folklore post-christianisation qui l'a beaucoup édulcoré mais qui en a gardé quand même certains symbolismes. Donc c'est devenu, au fil du temps, une réunion plutôt familiale et collective au sein de communautés agraires ou villageoises, où on pratiquait la divination, des petites pratiques magiques diverses, des bénédictions, des festins, des réjouissances, mais on est surtout face à une évolution vers une fête rurale, sans doute parce que, bien comme toutes les festivités païennes qui ont survécu, elles ont essentiellement été conservées par les populations rurales, en dehors des villes où la christianisation avait été beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace et beaucoup plus imposante. Cela dit, toutes les images très romancées de gens costumés qui creusent des navets pour effrayer les esprits, qui font du porte-à-porte en réclamant des friandises, eh bien ça n'a absolument rien de celte. Mais vraiment rien. Ça, c'est des récupérations modernes de traditions beaucoup plus tardives qui sont en réalité chrétiennes et qui ont été importées par les Irlandais, notamment pendant le 19e siècle, après les grandes famines, l'exil forcé irlandais outre-Atlantique, sûrement dans l'idée de conserver un petit peu leurs racines, parce que tous les peuples déracinés et exilés de force ont tendance à vouloir pratiquer leur tradition pour essayer de garder une connexion avec le pays qu'ils ont été obligés de fuir, n'est-ce pas ? C'est pas pour pas s'intégrer, c'est juste pour ne pas perdre complètement son identité dans le processus. Mais en tout cas, certes, Halloween découle de Samhain, mais les symboles et la célébration, eh bien, c'en est juste un écho qui a 1500 ans de décalage, et on ne peut pas dire que ce soit celte. On a des origines celtes, oui, mais les pratiques celtes, non, pas du tout, vraiment pas. Alors pour la petite histoire, si vous voulez une petite anecdote pour briller en société, cet amalgame, il est principalement dû à une autrice, la maman d'Oscar Wilde,
qui s'appelait Lady Jane Francesca Wilde, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Ancient Legends, Mystic Charms and Superstition of Ireland en 1887 et qui a voulu en fait opérer des ponts avec une mythologie en appelant ses ancêtres la vieille race irlandaise avec des rites sur la November's Eve, donc la veille de novembre, qui est en fait un dérivé de la All Hallows Eve, la veille de tous les saints qui vient du folklore chrétien. Ça, on en a parlé justement dans le livret d'une année en magie, je vais pas m'attarder dessus, sinon on y est encore demain. Mais c'est lié à ça. Elle a fait un gros amalgame par rapport à ça, sans doute là encore dans une volonté de redorer le blason de l'identité irlandaise, d'une fierté un petit peu chauvine on va dire, et ça a été pris pour argent comptant à une époque où la celtomanie explosait considérablement, puisque je vous rappelle qu'on est au 19e siècle. Au 19e siècle, le celtisme revient à la mode, et on a fait beaucoup de raccourcis qui sont assez malheureux et qui sont encore aujourd'hui à l'origine de beaucoup de clichés dont il est bien difficile de se défaire. On a même des poètes comme Yeats, par exemple, qui ont mentionné le nom de Samhain dans certains textes, puisque on a notamment pour une représentation théâtrale de fin d'été, on avait là encore une volonté de se rattacher à d'anciennes célébrations. Bref, ce sont des idées qui sont très sympathiques sur le papier, qui sont très romantiques, mais qui sont globalement erronées, dont il va falloir se détacher un petit peu pour revenir aux origines plutôt tangibles et aux origines plutôt historiques de la fête. Mais bon, ce sont des choses qui évoluent. Alors il faut savoir qu'en France, on a pas mal de choses également qui se passent, puisque la France, mais il ne faut pas oublier que c'était un pays celte à l'origine, puisqu'on avait peuple gaulois. Le Coligny, par exemple, dont le calendrier est issu, se situe dans le département de l'Ain. Cocorico, c'est chez nous. Et ça mentionne Samhain, sous le terme Samonios, qui est en fait le nom gaulois de Samhain. Donc si un jour on vous dit que Samhain c'est une fête américaine, eh bien pas du tout. Et si on vous dit que c'est une fête anglaise, encore moins. Parce que nous aussi, c'était une fête pan-celtique, donc on y a droit, zut alors. Alors dans pas mal de régions, notamment les régions qui sont les plus chauvines au niveau de leurs origines celtiques, notamment la Normandie et la Bretagne, on a pas mal de traces de résistance des célébrations païennes. Au début du XXe siècle, on sait par exemple, grâce à un ouvrage de Nadine Cretin qui s'appelle Inventaire des fêtes de France, qu'une tradition bretonne avait survécu et racontait que les âmes des morts revenaient parmi les vivants pendant la nuit qui précédait la Toussaint et pendant les... J'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Hello me, it's me again. Bref, si vous avez reconnu la sonnerie, je vous aime fort. Bref, je vais l'éteindre tout de suite. C'est mal, c'est pas bien. Voyez à quel point je suis en schlag systématiquement. C'est terrible. Pas de prompteur, un téléphone qui sonne, y a rien qui va. Bref, donc je vous disais, revenons à Nadine Cretin, qui nous raconte donc que les morts pouvaient revenir parmi les vivants non seulement la veille de la Toussaint, mais également pendant les 2 nuits des solstices, et que pendant ces 3 nuits-là, les gens avaient coutume de laisser, avant d'aller se coucher, une petite part de leur nourriture sur la table et une bûche allumée dans la cheminée pour les morts, pour qu'ils puissent se sentir bien, se restaurer et se réchauffer pendant leur petite visite. Alors c'est rigolo parce que c'est une tradition qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, en tout cas pas dans les célébrations chrétiennes de la Toussaint, même si la Toussaint nous parle aussi du fait que les morts peuvent non pas revenir mais doivent être honorés, on est au centre de ça, mais on n'a pas du tout cette idée-là. C'est une fête qui est, semble-t-il, assez unique et qui serait, à prendre avec des pincettes parce qu'elle est non mentionnée que dans ce fameux livre de Nadine Cretin, qui serait une forme résistante des festivités gauloises de Samonios qui se seraient transmises de cette façon-là, et à la place des dieux qui arpentent la terre, eh bien on aurait les morts. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, on a un amalgame global qui se fait entre les fêtes d'Halloween et de Samhain, ce qui est tout à fait normal, puisque la fête d'Halloween, elle trouve quand même ses racines à l'époque médiévale, donc c'est pas d'hier non plus, c'est quelque chose qui est important également, et on a un joyeux melting pot qui se fait entre les deux. Cela dit, ce n'est pas complètement antinomique et c'est pas paradoxal, et on va pas vous jeter des blettes pourries si vous avez envie de fêter Halloween, ou si vous avez envie d'intégrer les navets creusés, en tout cas les citrouilles, parce que si vous arrivez à creuser des navets, chapiteau, parce que c'est particulièrement difficile. Oui, j'ai essayé. Oui, j'ai cassé mon couteau. Non, je regrette rien. Si vous avez envie de faire du porte-à-porte pour réclamer des bonbons ou autre chose, en prétextant que vous avez des enfants, on sait tous qu'on utilise des enfants à Halloween.
c'est pas grave, faut bien qu'ils servent à quelque chose, n'est-ce pas? Ou alors vous costumer, ou regarder des films d'horreur, ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est tout à fait rentré dans les mœurs aujourd'hui et qui date donc de l'intégration de la fête de la Toussaint à cette période de l'année. C'est pas du tout paradoxal et ça ne fera pas de vous un mauvais reconstructionniste, un mauvais païen ou quoi que ce soit. N'oubliez pas qu'on fait chacun à la mesure de ce que l'on peut et que la reconstitution historique, on en a parlé par là, eh bien c'est pas toujours très évident. N'est-ce pas? Donc on se détend et on respire. Aujourd'hui, on considère généralement que le sabbat d'Halloween serait le nouvel an sorcier. Ça, c'est bien un héritage celte pour le coup. Et qui permet donc, là encore un héritage celte, une grande proximité entre le monde des vivants et les autres mondes, en particulier celui des morts. C'est donc considéré comme un moment d'énergie magique particulièrement intense, un moment hors du temps, toujours, avec des esprits qui sont capables bien d'être au plus près de nous, sans avoir été convoqués. On dit aussi que le petit peuple serait capable, là aussi, de jouer pas mal de tours pendant cette nuit-là, pour les mêmes raisons. Alors par contre, nous, aujourd'hui, hérités de l'influence de la Toussaint, on a une association avec la mort qui est très importante, en tout cas beaucoup plus importante qu'elle ne l'était à l'époque celte, comme on l'a vu, parce que c'était globalement plutôt absent. On avait plutôt une association au divin qu'au royaume des morts. En tout cas, cette association, elle est plutôt positive. On va plutôt mettre les morts, ou la mort en tout cas, dans son contexte d'étape de la vie, plutôt que d'en faire une fin en soi. C'est pas une rupture, c'est une composante essentielle de la vie, puisque sans mort, il n'y a pas de vie, tout simplement. On ne doit pas la craindre, on ne doit pas la fuir, mais on doit l'accepter, la célébrer, voire l'honorer. Pourquoi pas? Alors ça, c'est des choses qu'on retrouve en particulier dans les célébrations américaines, sud-américaines, centrales-américaines, notamment le Dia de Muertos mexicain, le jour des morts en espagnol, où on a des vivants qui vont festoyer sur les tombes. C'est hyper joyeux, c'est très coloré, c'est quelque chose de très réjouissant et qui est complètement dénué de tout aspect morbide et funeste et de tout aspect triste qu'on retrouve notamment dans la liturgie chrétienne européenne. En tout cas, ce lien avec la mort, il n'est pas seulement dû au fait que le voile entre les mondes est particulièrement fin, mais aussi avec la température et avec les phénomènes météorologiques, puisque on rentre dans la saison sombre, c'est les moissons qui se terminent, alors là elles sont terminées depuis longtemps parce qu'on est en réchauffement climatique, donc c'est fini, mais vous avez l'idée que vraiment là c'est les derniers fruits de la terre que l'on récolte et qu'après ça, la terre va se mettre en repos, on va rentrer dans une saison où l'abondance va être un petit peu moindre quand même, et on va plutôt vivre sur les réserves. Alors aujourd'hui évidemment, on trouve des fraises au mois de décembre, donc on le ressent beaucoup moins grâce aux supermarchés, ou à cause des supermarchés, mais toujours est-il que c'est quelque chose qui a quand même été assez marquant jusqu'au siècle dernier, et qui est encore un petit peu ancré dans l'imagerie populaire et dans l'imaginaire collectif, on va dire. On a également quelques manifestations de la nature qui montrent ce genre de choses-là. On a les premières gelées qui peuvent arriver approximativement vers ces eaux-là, les arbres qui se dénudent de plus en plus, la nuit qui est beaucoup plus longue que le jour, les oiseaux migrateurs qui partent, les animaux hibernants qui hibernent et qui donc disparaissent. Bref, on a une idée quand même globale d'une mort apparente de la Terre qui va se mettre au repos pendant les mois d'hiver et qui va renaître par la suite au printemps. Du coup, célébrer la mort à ce moment-là, c'est quand même globalement pertinent et c'est assez cohérent. Donc on sait que jusqu'au début du XXe siècle, en particulier dans les zones rurales, c'était une période où on commençait à se rassembler en particulier en famille à l'intérieur, au coin du feu pour se raconter des contes, des histoires, etc. La cheminée devenait le point de rassemblement, on avait passé beaucoup de temps dehors à la saison claire, on se replie dans le foyer. Donc, et on prépare la terre pour son repos, parce qu'on la laisse pas comme ça. Généralement, on prépare ça quand on a envie que ça reverdisse au printemps. Donc, on a vraiment une idée de repli vers l'intériorité, que ce soit à l'intérieur de la maison ou même le repli en soi. Et on a le feu qui se retrouve, en tout cas qui se retrouvait jusqu'au 19e siècle, au centre des préoccupations, puisque c'était la lumière et la chaleur qui allaient repousser l'obscurité et le froid dehors. Donc on avait
une idée assez réconfortante du feu. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui dans la plupart des célébrations modernes et contemporaines qui nous proposent de pratiquer du bannissement à l'époque de Samhain, et on peut se servir du feu qui repousse les ténèbres pour repousser les choses dont on a envie de se débarrasser. Pourquoi pas? On a donc un paradoxe entre une nuit de réjouissance, de joie, de farce, de jeux, de festins, de bonbons, de costumes, de lanternes, pour lutter contre la tristesse et la peur de la mort. Donc on a vraiment ce paradoxe qui s'opère et qui peut trouver là aussi sa cohérence entre le fait que Samhain serait donc bien la jonction entre la saison claire et la saison sombre. Donc, vous voyez que ces célébrations contemporaines, qui n'ont rien de celtique au départ, se rattachent globalement à la symbolique celtique et sont pas si paradoxales et si farfelues que ça. Au niveau des symboles, évidemment, les plus populaires qu'on retrouve aujourd'hui, c'est tout ce qui a trait à la mort, au temps qui passe, que ce soit les ossements, les fantômes, les sablier, tout ce qui sert à découper le temps. On a aussi les plantes qui sont associées à la mort, comme l'if, le cyprès, le chrysanthème, le persil, l'asphodèle, le romarin, etc. etc. Des objets qui sont symboliques de nos morts à nous. Donc ça peut être des photos, ça peut être des objets qui leur ont appartenu, des vêtements, des bougies qu'on va leur dédier, leurs aliments préférés qu'on va leur offrir, des petits mots qu'ils ont écrits de leurs mains, bref, toutes ces choses-là. Un autre symbole qui est très présent aujourd'hui, bien entendu, c'est la citrouille découpée, la fameuse Jack-o'-lantern, qu'on retrouve au cœur des célébrations d'Halloween. C'est sûrement le symbole aujourd'hui le plus courant et le plus répandu. Bon, évidemment, ça nous vient du 19e siècle, et pas du tout de l'époque celte, mais c'est pas grave, c'est quand même dommage de se priver de ce joli symbole, puisque on a l'alliance là encore de la flamme, donc de la lumière, de la chaleur, qui va bannir le froid et les ténèbres, à la moisson, puisque c'est un des derniers légumes nourrissants que l'on va pouvoir récolter, et en ayant par rapport à tout ça, le symbole de la peur de la mort avec le visage que l'on taille dessus et qui grimace et qui est censé effrayer les mauvais esprits. Donc on a quand même un symbole qui est très riche et qui serait dommage de bouder sur le simple prétexte que ce n'est pas un symbole celte. Alors, évidemment, on a aussi l'idée de l'horreur qui est encore plus récente, notamment via les créatures légendaires de la nuit, les vampires, les fantômes, les loups-garous, les monstres, etc. Puisque c'est une résurgence, un écho de l'ouverture du monde tangible vers les autres mondes, vers le monde des esprits, sauf qu'évidemment ces esprits-là sont bien les esprits populaires et folkloriques beaucoup plus récents que les dieux que l'on retrouve dans les légendes celtes, bien sûr. Et cette habitude, elle est parfois rejetée par les néo-païens qui trouvent que c'est trop moderne, trop récent, trop contemporain plutôt si on veut être exact, et trop hollywoodien. Cela dit, si on y réfléchit un petit peu, le fait d'intégrer des symboles mal aimés, que ce soit des monstres ou même des animaux d'ailleurs, les animaux qui sont boudés comme le chat noir, la chauve-souris, l'araignée, etc. Donc les animaux qui se cachent dans l'ombre, qui font un peu peur, ou les êtres qui essayent de nous nuire, c'est un moyen aussi de montrer que pour un temps, on peut peut-être nous aussi accepter nos propres monstres intérieurs, nos bêtes noires, nos parts d'ombre, les choses qui nous déplaisent, qui nous déçoivent, qui nous font peur. Donc oui, c'est le fameux shadow work dont tout le monde parle, bien entendu. Et ce sont des choses qu'on peut envisager d'intégrer pour voir un petit peu ce que ça pourrait nous apprendre sur nos parts d'ombre. Bien entendu, si on est à l'aise avec ça, il ne faut jamais forcer ce genre de démarche puisque ça peut être plus traumatique qu'autre chose. Voilà, en tout cas, vous l'aurez compris, c'est un moment assez intense, assez dense. Je reviens pas sur toutes les activités qu'on peut faire puisque j'avais déjà fait une vidéo sur Samhain, je vous la mets là, où j'en parlais abondamment. Là aujourd'hui j'avais vraiment envie de revenir sur les origines, de montrer ce qui était celtique et ce qui ne l'était pas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura éclairé un petit peu plus sur la festivité de Samhain et sur ses origines. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à laisser un petit j'aime, un commentaire ou à partager cette vidéo puisque ça m'aide énormément à maintenir cette chaîne à flot. Si vous voulez me soutenir encore plus activement, j'ai un Ko-fi, vous pouvez laisser un petit pourboire au guide et bien évidemment le programme Une année en magie sur Patreon dont j'ai déjà parlé, auquel vous pouvez souscrire si vous voulez encore plus de moi chaque mois.
Bref, je vous souhaite une très belle fête de Samhain. On se reverra d'ici là puisque je poste cette vidéo suffisamment tôt pour que vous puissiez préparer la festivité correctement. Mais on se reverra le dimanche juste avant Samhain pour une autre vidéo. Donc je ne vous souhaite pas encore un joyeux Samhain. Je vous le souhaiterai à ce moment-là. D'ici la prochaine fois, prenez un très grand soin de vous. Portez-vous bien et surtout le plus important, restez magique. À très vite. Ciao!